Entre le processus d'entérinement ou pas de nouvelles membres de la CENI, la présentation du premier budget du gouvernement Samalou Kondé, quels sont les enjeux de la prochaine session du Parlement en République démocratique du Congo? L'engagement politique de la femme peine à décoller. Pourquoi, à votre avis? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Geneviève Inagossi, députée nationale et cadre du FCC. En République démocratique du Congo, nous avons plus ou moins 4 rentrées. Il y a la rentrée scolaire, elle est prévue cette année pour le mois d'octobre prochain. Il y a la rentrée académique, c'est également au mois d'octobre. Il y a la rentrée judiciaire. Mais il y a également, on parlera pas trop de la rentrée littéraire parce que je ne pense pas que ça existe encore ici dans ce pays. Mais vous avez également la rentrée parlementaire et cette rentrée est prévue et maintenue pour le 15 septembre prochain, un moment pour tester la température politique du pays entre le processus d'entérinement ou pas des membres de la nouvelle CENI, les marches en marge de cette les marches que prévoient les opposants en marge de cet entérinement ou pas des membres de la CENI, mais également le projet de budget, autant dire qu'il risque de faire tout sauf beau au pays de Félix Tshisekedi. Merci de nous rejoindre dans votre débat du week-end, le débat au féminin. Nous faisons tomber les clichés en abordant tous les sujets. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui et pour la première fois dans cette émission, une députée nationale, ex-journaliste, cadre du FCC, et que sais-je encore, on en parlera. Présidente du parti politique Alliance Congolaise pour l'émergence et le travail à 7. Vous avez reconnu la voix. Je reçois Geneviève Inagossi, Boulot Kassongo. J'ai bien dit. Oui. Voilà, merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Toujours rapporteur de la commission PAJ ou avec le Choron? Non, je suis membre de la commission PAJ. Je suis plutôt rapporteur de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Comment ça se passe au niveau de cette assemblée parlementaire? D'abord au niveau de la commission PAJ, ça va? Au niveau de la commission PAJ, il y a eu un changement du bureau consécutif à tous les changements qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée nationale. Vous connaissez le président de notre commission, professeur Mbata. Il est secondé de M. Boko. Le deuxième vice-président, c'est honorable Luquin Kassongo, le rapporteur... Qui était l'ancien président, oui, en fait. L'ancien président. Le rapporteur de la commission PAJ, c'est honorable... le jeune ici, comment il s'appelle? Daniel Mbao. Daniel Mbao. Voilà. Alors, on parle déjà de la rentrée parlementaire, c'est ce 15. Vous serez où? À l'hémicycle ou dans la rue? Nous serons naturellement à l'hémicycle. La rentrée parlementaire, elle ne s'effectue pas dans la rue, elle s'effectue à l'hémicycle. Et nous y serons. Alors, on pense qu'il y a des voix qui se lèvent au niveau du FCC pour dire qu'il faut marcher pour la dépolitisation de la CENI. Donc, vous ne serez pas aux côtés de vos amis de la Mouka? Non, au FCC, je n'ai pas entendu un programme pareil de marche. Et je lis, comme vous, dans les réseaux sociaux, des annonces, des marches par-ci, par-là. Mais en tout cas, FCC, nous ne sommes pas concernés par ça. Donc, vous ne serez pas aux côtés de la Mouka sur cette marche-là? Parce que la Mouka, vous êtes les deux forces de l'opposition. Il y a déjà une seule fois où nous sommes aux côtés de la Mouka. La Mouka a prévu de faire sa marche. Indépendamment de nous, et nous ne sommes pas en coalition, à ce que je sache. Mais vous faites partie de l'opposition. Effectivement. Mais vous avez des différents... Une opposition de fait. De fait, mais en tout cas, vous êtes dans l'opposition. Tout à fait. Mais on semble voir qu'il y a quand même un certain ralliement, rapprochement sur certains points de vue. Oui, parce que nous sommes du côté du respect des lois, du respect de la Constitution, du respect des textes qui nous concerne. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a un rapprochement, si nous pouvons dire. Vous êtes en train d'exiger la dépolitisation également de la CENI, oui ou non? La dépolitisation de la CENI, ça dépend de comment elle se comprend. Comment est-ce qu'on peut dépolitiser une institution si hautement politique? Moi, je ne sais pas, et c'est un point de vue personnel. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur la compréhension qu'on fait de la dépolitisation de la CENI, parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'une CENI dirigée par la société civile serait apolitique. Je ne crois pas. Connaissez-vous une seule organisation de la société civile qui ne soit pas affiliée à un camp ou à un autre? Non.
Je ne pense pas. Aujourd'hui, en tout cas, chaque membre de la société civile ou chaque organisation de la société civile est liée soit à la majorité ou à l'opposition. Neutre, ce n'est qu'une présomption. Donc vous donnez raison à ceux qui disent que certaines églises, parce qu'on parle directement du processus d'entérinement, les églises font partie de la société civile, donc des églises sont également affiliées, associées à un camp comme dans un autre camp politique. Vous savez, l'esprit du législateur, lorsqu'il a voulu que la présidence de la CENI, parce que c'est de ça que nous parlons, que la présidence de la CENI soit accordée à la société civile composante confession religieuse, c'est parce que dans la tête de tout le monde, les confessions religieuses jouissent d'une présomption de neutralité. Je dis bien une présomption, parce que c'est des humains qui ont leurs sentiments, qui sont parfois penchés à gauche ou à droite, mais au moins, au vu de l'opinion, les confessions religieuses jouissent encore de la présomption de neutralité. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres structures de la société civile, parce que les confessions religieuses font partie de la société civile. Oui, les autres composantes, vous les voyez participer aux activités des partis politiques. Vous avez vu, pour ne citer que ça, les réunions des GEMVAL, vous avez vu des organisations de la société civile participer. Est-ce qu'on peut parler de ce genre de société civile comme étant neutre? Non. On vous a quand même hésitant. Que répondez-vous à ceux qui disent autant les autres structures que les églises ont des penchants, vous venez de le dire, ont des camps et il faut carrément les élaguer du processus électoral. La preuve, ils sont l'objet du blocage. Bon, non, c'est peut-être les confessions religieuses. D'abord, c'est pas la première fois qu'il y a un blocage. Ils sont en société civile. Il y a les confessions religieuses, mais il y a aussi d'autres organisations qui travaillent dans les domaines des élections, notamment dans l'organisation ou l'éducation civique. Il y en a toutes pleines. Mais ce ne sont pas toutes les organisations de la société civile qui sont éligibles au bureau de la CENI. Ce sont les organisations de la société civile qui ont une personnalité juridique, qui ont une effectivité sur le terrain et qui ont une expérience avérée en matière d'organisation des élections, d'éducation électorale, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas toute la société civile. Je crois que c'est quand même une catégorie bien définie qui doivent préalablement remplir ce rôle-là, ces conditions-là, pour être éligible à participer au bureau ou à la plénière de la CENI. On revient sur ce processus électoral qui est bloqué, ou processus d'entérinement des membres de la CENI. On pensait quand même arriver 15 septembre avec des nouvelles têtes, de nouvelles figures à la tête à la plénière de la CENI, mais il ne sera pas le cas. Certains risquent de dire, bon voilà, Geneviève Inagossi avait raison quand elle est passée récemment à Top Congo, il n'y a rien qui bouge et ça vous arrange ce blocage? Non, ça ne peut pas nous arranger parce que vous connaissez la volonté du FCC, c'est pour que les choses avancent. Je pense que nous avons participé à l'examen de la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, justement pour que le pays avance, que les choses avancent. Et nous avons fait des concessions. Vous savez, à plusieurs moments, nous avons été bloqués, mais nous avons mis l'intérêt supérieur de la nation avant tout. Donc, nous avons participé à l'examen de cette loi et aujourd'hui, les choses bloquent parce qu'il y a absence de consensus. Les confessions religieuses sont divisées. Et je rappelle encore que les confessions religieuses ne sont pas les seules qui composent la société civile. En tout cas, les confessions religieuses. La société civile, dans la composition de la plénière de la CENI, il y a la société civile qui doit déléguer 5 membres, la majorité 6 et l'opposition 4. Et dans les 5 membres de la société civile, 2 proviennent des confessions religieuses, dont le président. Donc c'est là où ça bloque. Ça bloque parce qu'il y a absence de consensus. Il y a aujourd'hui 2 confessions religieuses qui s'insurgent contre le choix des 6 confessions religieuses. Et nous ne sommes pas à une première. Il y a une année, nous avons vécu la même situation lorsqu'il a été question de désigner Malonda. Ce sont les mêmes 6 confessions religieuses qui ont désigné Malonda, opposées aux 2 autres. Et quand bien même que la candidature de Malonda a été entérinée par l'Assemblée nationale, le président de la République ne l'a pas investi
il a officiellement écrit à la présidente de l'Assemblée nationale de dire qu'il n'était pas à mesure d'investir Ronsard Malonda pour défaut de consensus. Nous sommes pratiquement dans la même situation. Toutes choses restant égales par ailleurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie qu'il faut absolument investir le candidat qui a été choisi par les mêmes 6 confessions religieuses qui avaient choisi Ronsard Malonda à l'absence de consensus avec l'ensemble des confessions religieuses? On fait comment? Le manque de consensus persiste, le blocage il est là, chacun refuse de mettre l'eau dans son vin. On fait comment? Non, je pense que c'est toujours encore possible d'obtenir un consensus. Il faut seulement qu'on laisse les confessions religieuses libres de se choisir leurs délégués. Vous avez suivi dans une déclaration du 23 juin, lorsqu'ils siégeaient encore à 8, ils ont rendu publique cette déclaration dénonçant le fait qu'ils étaient objets de menaces, d'intimidation de toutes parts, et surtout des politiques. Il faut laisser les confessions religieuses seules, en toute responsabilité, choisir leurs délégués à la CENI. Et ici, parce qu'il y a un blocage, on recourt toujours à une médiation. Et j'ai suivi que la SENCO et l'Église protestante ont recouru à la médiation du président de la République parce que la Constitution fait de lui le garant du bon fonctionnement des institutions. De la même manière qu'il a agi lorsque Malonda était désigné sans le consentement des 2 autres, j'imagine que c'est de la même manière qu'aujourd'hui, il agira pour aider toutes les confessions religieuses à revenir à la raison et à trouver un consensus. C'est très important pour la paix et même pour la consolidation de la démocratie dans ce pays. À la seule différence qu'à l'époque de Malonda, le président avait déjà reçu quand même le document entérinant Malonda. Là, on n'est même pas là-bas demander au président de s'ingérer d'un processus ou d'une étape d'un processus qui ne le concerne pas. Ce n'est pas essayer un peu de lui demander d'aller au-delà de ses prérogatives. Non. Ça, ce sont les confessions religieuses. Non. Que je sache, les confessions religieuses ne sont pas des institutions. Non, ici on ne demande... Non, l'institution qui est en jeu, c'est la CENI. C'est une institution parmi les institutions de la République. Ici, on ne demande pas au président de la République de s'ingérer. C'est juste qu'on a besoin d'une médiation. Par moment, quand vous vous disputez, vous êtes à 2, vous avez besoin d'une 3e personne, une 4e personne. Ça peut être le président de la République, ça peut être toute autre personnalité dont la neutralité ou encore la moralité peut aider à avancer. Mais ici, on sollicite le président de la République. Donc, à vous entendre parler, vous souhaiteriez, par exemple, que la candidature proposée par les 6 confessions religieuses soit entérinée par l'Assemblée nationale et qu'à la suite, que le président de la République... En tout cas, si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé avec Malonda... Ne signe pas l'ordonnance, non. Mais parce que nous sommes... Le président ne peut intervenir qu'à ce stade-là. Non. Le président de la République peut intervenir à tout moment. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il peut intervenir à tout moment, surtout quand sa médiation est sollicitée officiellement, comme cette fois-ci. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument aller à l'entérinement tout en sachant que le président ne va pas investir? Ça ne sert à rien. Ça se connaît d'avance, ça se sait. La procédure que nous suivons, nous sommes déjà passés par là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faille arriver jusqu'à l'entérinement tout en sachant que le président de la République ne va pas investir la candidature qui sera entérinée? Non. Donc, en gros, on demande au président d'intervenir s'agissant des confessions religieuses. On a vu, vous, au niveau du FCC et de la MOUCA, vous n'êtes pas mis d'accord. Donc, on peut également demander au président de la République d'intervenir également. Non, nous n'avons pas un problème avec la MOUCA. Nous n'avons pas un problème avec la MOUCA à ces sujets. Chaque composante ou chaque formation politique, plateforme, a pris ses décisions seule. Nous, par exemple, au FCC, nous avons dit, parce que la personne du président de la CENI est importante dans le processus électoral, nous ne pouvons pas à ce stade déléguer nos membres à la CENI tant que le consensus entre les confessions religieuses n'est pas trouvé. Je pense que la MOUCA a pris sa décision et nous ne sommes pas qu'à 2. Il y a aussi Ensemble pour le changement, je pense, de Moïse Katumbi, pour la République, qui a pris cette décision. Donc, c'est chacun selon ses convictions qui a pris sa décision et il s'avère
que les décisions se recoupent. Et ce n'est pas une décision d'ensemble. Est-ce que certains pensent que la problématique de cet entérinement, c'est pas tant au niveau de la désignation des membres, mais c'est plutôt la loi elle-même organique de la CENI qui pose problème? Est-ce qu'on peut envisager, dans le cas le plus absurde, de revoir, de rebattre les cartes et qu'on puisse révisiter cette loi de la CENI? Non, à ce sujet-là, la loi ne pose aucun problème. La loi a plutôt été violée. Parce que la procédure d'entérinement, elle est simple. Et elle est contenue à l'article 12 de la loi organique. La procédure est laquelle? La procédure est qu'en amont, les composantes, donc la société civile, la majorité, l'opposition, désignent ses membres au prorata du nombre convenu à l'article 10. Et lorsque ces délégués sont désignés, les noms et les PV et d'autres documents y afférents sont transmis à l'Assemblée nationale. C'est seulement à la suite de cette transmission qu'après avoir réuni la conférence de présidents, l'Assemblée nationale en plénière constitue une commission paritaire. Une commission paritaire composée à titre égalitaire des députés de la majorité et de l'opposition. Et cette commission paritaire n'a pour rôle que de vérifier la conformité des documents transmis par rapport à la loi. Point barre. La commission n'invite pas les délégués. La commission ne demande pas aux composantes d'envoyer 2, 3, 4 noms, comme ça s'est passé. La commission n'a pas d'autre rôle à jouer que... je vais prendre l'exemple de lorsque nous revenons au début de la législature, lorsque nous validons les mandats, nous nous constituons dans les groupes provinciaux et nous validons les mandats des nôtres. Nous n'avons pas pouvoir de vérifier que celui-ci a été mal ou non élu ou l'invalider. Non, ce n'est pas notre problème. Nous vérifions, est-ce que son dossier remplit tous les critères requis? Point barre. Mais ici, vous avez suivi la commission, d'abord illégitime, illégale, qui n'est pas paritaire, c'est substitué en juge, en arbitre, en invitant des confessions, donner 2 noms, votre candidature, un peu de marchandage ou encore non. Ça, c'est violer la loi. Donc, la loi ne pose aucun problème. La loi demande seulement à être appliquée. La loi demande qu'à être appliquée, mais on revient sur l'épineuse question, comment on s'en sort? Oui, il faut la médiation du chef de l'État. Est-ce que vous, au niveau du... Non, pas seulement du chef de l'État, de plusieurs autres personnalités. Donc, on peut aller au dialogue comme ça? Le dialogue, normalement, dans une démocratie, et surtout en Afrique, le dialogue doit être permanent. Et le dialogue, ici, n'a pas pour objectif de partager les responsabilités, non. Le dialogue, de mon point de vue et du point de vue du FCC, le dialogue a pour rôle seulement de permettre qu'on trouve un consensus. Vous savez, ce consensus est très important pour un processus électoral apaisé, pour même la stabilité de nos institutions. Un consensus sur un point bien précis. Alors on sait qu'il y a la loi électorale qui va venir. Pourquoi ne pas envisager déjà un dialogue autour de tous les processus électoraux? Oui, c'est tout à fait vrai. Comme le demande la MOUCA. Oui, c'est tout à fait vrai. Le consensus, nous devrions l'avoir sur toutes les questions qui concernent la réforme électorale. La réforme électorale, ce n'est pas seulement la loi organique sur la CENI. Il y a aussi la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Il y a aussi la loi portant répartition des sièges. Il y a plusieurs lois qui composent la réforme électorale et ça a toujours été le cas par le passé. Lorsque nous, majorité présidentielle de l'époque, avant l'examen de ces lois, c'est des lois que nous appelons des lois sensibles. L'examen de ces lois en plénière de l'Assemblée nationale ou encore dans les commissions a toujours été précédé par des concertations, par des échanges. Et lorsque, en amont, vous avez déjà trouvé un consensus sur les options à lever, l'examen de la loi passe facilement. Mais ça ne garantit pas quand même les élections paisibles et crédibles, parce qu'à chaque fois, il y a eu consensus en amont, mais après, ce sont des élections controversées qui nous ont été servies. Non, je pense que ça réduit quand même la tension.
Même si ça n'exclut pas tout, mais ça réduit quand même la tension. En 2011, la tension n'était pas réduite. En 2018 non plus. En 2006, Non, en 2018, nous avons procédé à l'alternance. Est-ce que vous avez oublié? Et aujourd'hui, les gens ont tendance, persiste. On a tendance à croire que c'était si facile. Non, c'était si facile. Mais avant 2018, il n'y a personne entre vous et moi qui imaginait ce que nous serions aujourd'hui le 11 septembre. Il n'y a personne qui pouvait imaginer. Et ça, il faut mettre à l'actif du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où un ancien président peut paisiblement circuler, un président en exercice aussi qui est là, qui gouverne, mais ce n'était pas aussi facile que ça. C'était carrément arraché. Hein? Non, ce n'était pas arraché parce que je vais vous mettre au défi. Vous pouvez fouiller dans vos archives, vous ne trouverez nulle part où le président Joseph Kabila, moins encore un membre de la majorité à l'époque, vous disait qu'on n'allait pas respecter la Constitution. Personne. Vous avez tout à l'heure parlé de présomption, surtout des églises. Donc, il y avait cette présomption également. Il y a des actes, il y a des traits, il y a des actes qui ne trompaient pas à l'époque, qu'on sentait que, voilà. Non, c'était des suspicions. Voilà, des suspicions, diront certains. On se dit, on revient sur ça. Est-ce que vous pensez que, contrairement à la Mouka, vous êtes dans l'opposition, deux stratégies différentes? Certains estiment qu'il faut une pression populaire pour essayer de changer la donne et que rien ne peut aboutir avec l'Assemblée nationale à laquelle vous appartenez. Non, ça dépend. C'est possible qu'on aboutisse à quelque chose à l'Assemblée nationale, mais il est vrai, je donne aussi raison à ceux qui réfléchissent comme vous venez de le dire, parce qu'en observant comment l'Assemblée nationale fonctionne depuis qu'une nouvelle majorité a été fabriquée, c'est à se demander si on peut obtenir quelque chose de normal avec cette Assemblée. Mais je pense que l'espoir, on ne peut pas perdre l'espoir. Nous pensons toujours que ceux qui dirigent, le président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau, peuvent toujours revenir à la raison pour appliquer la loi. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la violation répétitive de nos lois et surtout de notre règlement intérieur. Quelle garantie vous avez? On vous a roulé, je peux peut-être utiliser l'expression avec la majorité qui a basculé, j'allais dire un basculement light, vraiment sans coup de feu 2.0, ça s'est passé calmement. Quelle garantie vous avez aujourd'hui que ça peut changer? Que la majorité peut changer? Non, que l'Assemblée nationale actuelle peut faire bouger les choses et permettre à ce qu'il y ait des réformes consensuelles. Les réformes sont la volonté populaire, c'est la volonté du peuple. Et j'imagine que tout gouvernement travaille pour le bien de la population. Si telle est la volonté de la population, pourquoi ça ne changerait pas? Pourquoi ça ne changerait pas? Je dis la garantie, qu'est-ce que vous avez comme garantie? Non, je ne sais pas vous brandir une garantie matérielle, mais j'ose espérer que les lois de la République, la Constitution, les différents règlements qui nous conduisent vont être appliqués et que tout sera fait pour l'intérêt supérieur de la nation. On chante tous les jours « le peuple d'abord, le peuple d'abord ». Mais le peuple d'abord, c'est aussi accepter sa volonté et la matérialiser. Accepter la volonté du peuple et de la matérialiser. On verra comment est-ce que ça va aboutir. Mais certains disent qu'on est déjà en plein glissement. Parce que compte tenu de calendrier électoral, c'est un peu difficile de tenir. On a trop perdu de temps avec les confessions religieuses qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, avec l'Assemblée nationale qui essaye de faire du mieux qu'il peut. Il faut déjà peut-être commencer à parler glissement. Non. C'est plutôt la volonté. Ce serait être lucide et être réaliste. Hein? Non, c'est la volonté, et à voir comment les choses se passent, c'est la volonté de l'actuelle majorité qui tient absolument au glissement. Vous suivez dans différentes interventions, il y en a même qui publiquement sollicitent déjà 2 ans et tout. Ça, c'est la volonté. C'est des manœuvres dilatoires orchestrées par la majorité actuelle pour qu'il y ait glissement. Nous, au FCC, nous n'accepterons pas une seule minute de glissement. Et ils utilisent votre stratégie que vous avez utilisée à 18 ans. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de recopier ce que vous faisiez un peu?
Ils sont sur vos traces? Et non. Si ils ont estimé ils ont tout cassé pour un changement, j'aurais bien souhaité que ça soit un changement qualitatif, que ça soit un changement positif. Mais si c'est pour reprendre ce qu'ils ont dénoncé hier, à quoi ça a servi? Non, il n'y a pas de raison. Suivez ce qui est bien, ce que vous estimez qui n'est pas bien, ne suivez pas. Mais sinon, le changement n'aura servi à rien. C'était déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Non. Ce FCC qui aujourd'hui se dit pressé de retrouver les urnes, on se dit avec quel candidat? Peut-être les candidats députés? Oui, il y en aura certainement plein, mais avec quel candidat à la présidentielle? Est-ce qu'ils envisagent même avoir un candidat à la présidentielle? Qui? Le FCC. Le FCC? C'est encore tôt de dévoiler... Nous sommes en 2021. Oui, non, c'est encore tôt. Vous risquez de refaire la même erreur, présenter un dauphin la veille? Nous avons beaucoup appris de nos erreurs, rassurez-vous. Nous sommes amendés pour ce qui n'était pas bien, mais nous avons beaucoup appris de nos erreurs. Nous n'y reviendrons plus. Et même lorsque, prochainement, la population va nous renouveler sa confiance, nous allons travailler de manière à corriger toutes nos erreurs du passé. Mais c'est encore tôt aujourd'hui, Élisée Odia, que je vous dévoile les stratégies du FCC en rapport avec son candidat président de la République. C'est sûr que nous en aurons un. Sûr que vous en aurez un. La stratégie, elle est certes là. Elle consiste à se taire, à ne pas trop parler, à observer les autres. Mais en attendant, on se dit, mais comment se passe la restructuration de cette FCC? Non, vous savez, lorsqu'on a vécu le coup, oui, lorsqu'on a vécu le coup que le FCC a vécu, c'est tout à fait normal qu'on prenne un peu de recul. Nous avons été élus comme majorité et de fait, de force, nous nous retrouvons à l'opposition. Je pense qu'il faut un petit recul. Double recul, vous avez perdu à la présidentielle et une majorité qui bascule. Oui, en non, mandat, comme le disait Nelson Mandela, nous n'avons pas perdu, nous avons appris. Nous avons beaucoup appris. Nous n'avons pas gagné et nous avons appris. Qu'est-ce que vous ne feriez pas, par exemple, une fois, on peut dire peut-être c'est trop tôt, qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, de vos échecs qui ne cessent de s'enchaîner quand même? Non, c'est que nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris que l'être humain, la personne humaine est multidimensionnelle. Et il faut bien gérer la personne humaine. Il faut plus écouter, beaucoup écouter, être à proximité de la population. Nous avons beaucoup appris. Vous avez fermé les yeux sur beaucoup de choses pendant vos 18 ans de mandat. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit ce que fait l'IGF, quand on voit les arrestations des certains cadres, de certaines autorités, on se dit, mais qu'est-ce que le FCC a eu à faire de ce pays alors que ce n'est pas des cas de détournement qui manquaient? Mais lors de la gouvernance du FCC, les prisons n'étaient pas vides. Hein. Les prisons étaient toujours... C'était réservé à une catégorie des personnes. Non, il y avait des prisonniers. Il est peut-être vrai que nous n'avons pas fait assez. Ça peut être parmi les leçons que nous avons tirées. On n'a peut-être pas fait assez. Mais en même temps, je suis bien d'accord qu'on lutte contre l'impunité, mais l'exhibitionnisme, le populisme, parfois qui accompagnent certaines arrestations, laissent à croire que est-ce que c'est vraiment... on lutte vraiment contre l'impunité ou encore on est en train d'exposer, de s'exhiber pour des résultats que tout le monde connaît. On parle des enjeux, on a parlé de cette restructuration de la CENI, qui sera certainement l'un des enjeux de la session parlementaire du mois de septembre qui s'ouvre ce mercredi 15. Oui. Quel autre enjeu on peut s'attendre? C'est vrai, ça ne parle pas société là-bas, ça ne parle pas beaucoup de choses à l'Assemblée nationale. Hein? Non, c'est d'abord... Vous êtes plus dans la politique. L'enjeu majeur de la session de septembre, c'est d'abord cette exigence constitutionnelle qui fait de la session de septembre une session essentiellement budgétaire. Donc ça, c'est la priorité parce que... Au regard de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement doit déposer le projet de budget au plus tard le 15 septembre. Donc, il y aura l'examen du budget en priorité. Mais en dehors de ça, il y a d'autres priorités. Vous savez, il y a le contrôle parlementaire
qui est pratiquement en veilleuse avec plusieurs initiatives qui sont bloquées. Je ne sais pour quelle raison. J'ai été estomaqué hier de suivre le rapporteur de l'Assemblée nationale qui disait que l'Assemblée nationale avait accordé c'est quoi le terme qu'il a utilisé? Non, c'est un terme qu'il a utilisé. Ça va venir. Il avait accordé un délai de grâce, voilà. Que l'Assemblée nationale avait accordé un délai de grâce au gouvernement. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que c'est un chèque en blanc que l'Assemblée nationale, la nouvelle majorité, a accordé à son gouvernement. Donc, quels que soient les problèmes qui se sont posés pendant les 100 jours, nous ne le savions pas. C'est hier seulement lors de la communication du rapporteur que nous l'avons su. Nous ne savions pas que le gouvernement avait obtenu un délai de grâce de la part de l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est grave. Ça donc, le dossier RAM ne passera pas. Et voilà. Donc, l'enjeu aussi pour cette session de septembre, ça sera le contrôle parlementaire. Il y a par exemple le dossier RAM. RAM, c'est une taxe illégale qui a été créée sur quelle base légale? Nous ne le savons pas. C'est quoi la contrepartie? C'est quel service qui est rémunéré? Nous ne le savons pas. À quoi sert les perceptions de la taxe RAM? Nous ne le savons pas. Plusieurs députés, plusieurs collègues ont déposé des initiatives d'information, de contrôle à l'Assemblée nationale qui sont restées lettres mortes jusqu'aujourd'hui. Nous espérons que cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale fera un sursaut républicain pour que le débat nous revienne. C'est juste à notre qualité de la représentation nationale que nous portons le débat de la population à leur disposition. Nous avons besoin de savoir sur quelle base a été créée la taxe RAM, à quoi elle sert, à quoi est-ce que une maman qui est à Bolé chez moi paye, à quoi est-ce que ça sert de lui ravir ses sens? Parce que parfois, il n'achète que quelques sens. Pourquoi est-ce qu'il faut le lui retrancher tout le temps? C'est quoi en contrepartie? Nous avons besoin de le savoir. Et en dehors de ça, aujourd'hui, il y a les populations du Kasaï qui sont en train d'être décimées à cause de la pollution de la rivière par une société angolaise. La population a besoin de savoir pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui est prévu pour la prise en charge de la population et est-ce que les victimes seront indemnisées. Donc il y a autant de questions et il y a aussi la question de l'entérinement du président de la CENI, en fait des animateurs de la CENI, mais il n'y a pas que ça, il y a la question de l'insécurité qui est persistante. J'ai encore suivi ce matin sur vos antennes qu'il y a des tueries à Beni, à Bunia et partout. La population aurait voulu vivre en sécurité en cet état de siège. Mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours des morts? Pourquoi est-ce que ça ne change pas? On a besoin d'avoir une évaluation. Et la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a auditionné toutes les parties prenantes aux questions de sécurité. Nous attendons vivement ce rapport en plénière pour que nous puissions évaluer l'état des sièges. Autant de questions pour la session de septembre. J'espère bien que la politique ne va pas ausculter l'essentiel de la session de septembre, qui est la session budgétaire. Session budgétaire, mais il faut quand même le rappeler, hein, c'est vrai, il n'y a pas de contrôle peut-être au vu au sud de la population, mais les commissions travaillent. Et c'est là que se passe l'essentiel de contrôle parlementaire. Vous avez parlé de la commission défense-sécurité, il y a la commission environnement qui récemment a reçu plusieurs ministres, donc les gens travaillent quand même. Oui, les gens travaillent, mais lorsque notre règlement intérieur demande à ce que lorsqu'il y a une question, il y a les moyens d'information. Les moyens d'information, c'est notamment la question orale avec ou sans débat, il y a la question d'actualité, il y a les auditions en commission, il y a aussi la question écrite. Et lorsque ces initiatives sont prises conformément à notre règlement intérieur, si c'est une question orale avec débat, qu'elle soit programmée parce qu'en même temps, comme c'est des questions d'information, la population est aussi informée en même temps que nous. Et c'est nous qui apportons, la population n'a pas facilement la possibilité de rencontrer directement le ministre. C'est à travers nous que nous portons le problème de la population et elle a directement des réponses à ces questions.
nous ne mettons pas de côté le travail, nous ne minimisons pas le travail, c'est un très bon travail, c'est d'ailleurs un travail approfondi en commission. C'est aussi un travail approfondi, mais on ne peut pas empêcher à l'Assemblée nationale de contrôler ou le gouvernement, ou les entreprises publiques, ou encore les services publics. C'est ça. Donc, nous espérons vraiment cette fois-ci que le débat va revenir et que la population aura droit à l'information, au contrôle. Le contrôle n'aboutit toujours pas à une sanction. Lorsque vous êtes l'objet, ou un ministre ou un mandataire a reçu une question orale et qui vient de répondre, d'ailleurs ce n'est pas suivi de vote, le moyen d'information, ce sont les moyens de contrôle qui sont l'interpellation et les commissions d'enquête qui peuvent faire suite des motions de censure ou pas. Donc c'est des informations qui doivent être connues de la population, parce que la population n'a pas la possibilité de participer à nos travaux en commission. Nous rappelons aux auditeurs et spectateurs que nous recevons Geneviève Inagossi, députée nationale élue de Wamba, dans les Bazoué, Haut-Ouélé, et également cadre du FCC, président du parti Alliance Congolaise pour l'émergence et le travail, A7. Il n'y a pas beaucoup de femmes à la tête des partis. Vous avez été ministre de genre, est-ce que vous avez eu à examiner la problématique? Non, ça c'est effectivement un sérieux problème, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore assez de femmes présidentes de partis et même de plateformes, mais nous encourageons les femmes à créer des partis, à diriger les partis. Ouais, diriger déjà les grands partis existants, pourquoi ils doivent créer? Par exemple, c'est difficile? Non, pour diriger les grands partis existants, il faut que ça soit la volonté des autorités morales. Oui, il faut mettre fin à ces autorités morales. Il n'y a même pas des autorités morales. Il y en a des autorités morales femmes. Dans des regroupements politiques. Non, peut-être. Est-ce qu'il y a un regroupement pour lequel il y a une femme qui est en incompatibilité? En son temps, il y avait... Non, je ne vois pas. Je ne vois pas d'autorité morale. Mettez fin à ces autorités morales. Mais justement, nous encourageons les femmes à créer des partis politiques, non seulement à en être membres, mais aussi à diriger les partis politiques, pour que autour de la table, lorsque des questions vitales, des questions majeures de fonctionnement de ces pays sont discutées, qu'elles aussi, elles soient là. Généralement, elles sont nombreuses quand elles doivent remplir les gradins, quand elles doivent chanter, quand elles doivent danser. Mais il est temps, je pense qu'il est temps que les femmes aussi s'assument comme présidentes des partis politiques. Je sais que ce n'est pas facile parce que ça demande beaucoup de moyens matériels, mais je crois que la seule volonté déjà suffit. Le président de la République a dit récemment qu'il espère qu'après lui, il aura une successeur. En tout cas, oui. Je ne sais pas si ça existe. En tout cas, sa succession devait être assurée par une dame. Vous pouvez déjà commencer au niveau du FCC. Est-ce que vous pouvez dire à votre autorité morale, dire non, céder la place? C'est une bonne volonté, Il vous arrive de lui dire ça, vous avez fait votre temple de 18 ans. Non, mais la volonté, l'autorité morale, je pense que le président Joseph Kabila, vous avez vu, lorsque nous sommes revenus des élections et que il revenait au FCC de désigner un candidat président d'assemblée, c'est à une femme qu'il a jeté son dévolu, Janine Mabunda. Donc, sa volonté pour la promotion des femmes n'est plus à démontrer. Et il n'est pas exclu que la prochaine candidature du FCC soit une candidature féminine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut tout espérer. Le champ est ouvert, mais l'engagement de femmes en politique, elle reste un vrai sujet. Oui, l'engagement des femmes en politique, c'est vrai qu'il y a des avancées, mais elles restent quand même assez faibles parce que nombreuses femmes croupissent encore sous les pesanteurs culturelles. Qu'est-ce qu'on dira? Il y a toujours des préjugés négatifs des femmes politiques. Mais ça évolue parce que de plus en plus les parents encouragent leurs filles à avancer. Il y a même des époux qui encouragent leurs épouses à s'engager politiquement. Et c'est que je demande ici, généralement les femmes sont plus actives dans les associations, les organisations de la société civile. À chaque fois que j'ai une occasion, je leur dis toujours qu'il faut s'engager politiquement. Et même parfois, quand elles ont obtenu des nominations, c'est toujours avec un pied dedans et pied dehors. Donc, lorsque la fonction est terminée, elles rentrent vite à la société civile. Il y a encore cette peur-là qui ronge les femmes. Mais nous
demandons aux hommes d'encourager les femmes. Il faut vraiment les encourager et d'autres femmes d'encourager les femmes. Pas seulement à Kinshasa. À Kinshasa, on a la possibilité de suivre Eliseo Diassurto Pongo. Bon, dans certaines provinces aussi. Mais au fin fond de mon village, quand je suis à Madouala, quand je suis à Gombe, quand je suis à Légou, il n'y a personne qui sait que c'est une femme qui peut parler, qui peut tenir un micro, qui peut interviewer qui que ce soit. Donc, nous avons encore ce travail-là à faire, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les milieux ruraux pour encourager les femmes. Les filles, d'abord, à aller à l'école, et à briser tous ces préjugés, parce qu'aujourd'hui, je ne sais vraiment plus à quoi s'en tient. Mais encourager les femmes à s'engager politiquement, à quitter la société civile et à s'engager. Ne venez Surtout pas qu'elle existe politique. même plus, cette société civile. Bon, elle existe. Elle existe bel et bien. Elle a un penchant, en tout cas, cette société civile. Soit oui, elle est soit à gauche ou à droite. Soit à droite, mais il faut le dire, à l'Assemblée nationale, actuellement, si les femmes représentent 12%, hein, c'est vraiment un peu minime. Oui, c'est minime, 12%. Mais moi, je vais un peu plus loin. Lorsque nous avons déposé les candidatures sur, je peux me tromper le nombre, je crois que c'était plus de 18 000 candidats. Oui, plus de 18 000, plus de 18 000 candidats. Il n'y a que 10% des candidatures féminines. Et si c'est 10% des femmes qui sont élues, c'est logique. Il ne faut pas vous attendre à grand chose. Il faut déjà commencer par là. Il faut déjà que nous puissions susciter les ambitions auprès des femmes. Donc, s'il y a plusieurs candidates femmes, on peut aussi espérer qu'on aura plusieurs femmes élues. Mais il ne faut pas attendre seulement en aval, ce qui ne s'est pas préparé. C'est là où parfois je navigue à contre-courant avec toutes ces ONG, ces organisations internationales qui, à la veille des élections, remplissent les agendas des femmes, des réunions dans tel hôtel, dans tel amphithéâtre, des formations par-ci par-là. Moi, je dis, mais une femme candidate n'a pas besoin que de ça. Je pense qu'il faille faire une évaluation. Depuis que ces renforcements de capacités ont commencé, qu'est-ce que ça a produit? Et tenir la corde par le cou, de dire, aujourd'hui, on est au 3e cycle électoral. On n'a jamais dépassé la barre de 10 ou 11%. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas produit des résultats et nous voulons revenir aux mêmes pratiques? Bon, pour les uns, il faut peut-être justifier leur financement, mais moi, je m'inscris toujours en faux. Vous inscrivez en faux, vous avez été dans la société civile aussi un moment parce que vous étiez journaliste. Je crois qu'on peut assimiler les journalistes un peu à la société civile. Après, vous avez décidé, vous prenez le temps, vous partagez en quelques minutes votre expérience. En 2011, vous avez échoué. Oui, j'ai été candidate, oui. En 2011, oui. Vous avez échoué? Oui. En 2011, j'ai échoué, j'étais candidate. J'avais plus de 11 000 voix. J'avais échoué. Mais toujours à Wamba? Toujours à Wamba, oui. Oui, ça c'est ma base, Wamba chez moi, oui. Toujours à Wamba, mais j'ai tiré les leçons de mon échec. C'était pourquoi j'ai échoué, parce que je n'avais pas bien compris le système électoral, la loi, je ne l'avais pas bien comprise. Et je me suis alignée sur une liste de 3 candidats. On avait tous la faveur de pronostic, tous les 3. Ce qui fait que par rapport à la loi le plus fort, la proportionnelle, c'est celui qui avait un plus grand nombre de voix que nous tous qui a été élu, le seul. Je crois que lui, il avait 24 000 ou 25 000 voix. Celle qui venait en deuxième avait autour de 14 000. Et moi, j'avais autour de 11 000. Et j'ai pris le temps de comprendre, de préparer mon élection. Parce que lorsque nous allons en campagne en 2011, les candidats hommes étaient en train de dire aux électeurs non, il ne faut pas voter pour les femmes. Et surtout quand elles sont mariées, leurs maris ne sont pas de chez vous parce qu'ils vont prendre tous vos biens, ils vont amener dans les familles de leurs maris. C'est généralement des arguments comme ça qu'on utilise contre les femmes. Ça a réussi en 2011. Mais en 2000... non, ça a réussi en 2006. Mais en 2011, ça a été un revers. Parce que moi, apprenant de mon échec, j'ai travaillé de 2006 à 2011. Ce qui fait que c'était clair à Wamba qu'en 2011, au bout de plusieurs lèvres, on disait à ces candidats hommes, cette fois-ci, on va essayer les femmes.
Cette fois-ci, on va essayer les femmes. Et en 2011, 2 femmes sur 3 ont été élues à Wamba. Donc, je pense que c'est cette expérience-là, on apprend toujours. Il ne faut pas se décourager quand ça ne marche pas pour la première fois. Il faut plutôt voir pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut renforcer, qu'est-ce qu'il faut laisser. Avec des discours comme celui que vous venez de dire, c'est quand même un peu... Vous, comment vous êtes dit? Parce qu'on sent que la femme, elle relâche facilement. La femme a peur de critiques, elle a peur d'être critiquée. Non, moi par contre, oui, je suis une personne humaine. À un moment, je me pose des questions. Parce que les femmes ont parfois beaucoup de réserves. Hein? Les femmes n'aiment pas échouer. Alors quand, visiblement, elle sait qu'elle n'a pas la chance de gagner, elle ne s'engage pas. Contrairement aux hommes. Mais j'ai été encouragée. J'ai été encouragée par 2 hommes, rassurez-vous. Par 2 hommes. Il y a un que je prends toujours le plaisir de citer, Gaston Moussemena, qui m'a appelé chez lui à la maison. L'ancien ministre de l'EPST. Oui, j'étais encore journaliste. Il m'a appelé, il est de ma province, il m'a appelé, il m'a dit, non, petite sœur, je pense que tu as déjà suffisamment travaillé comme journaliste et je ne te vois plus là-bas. Je pense maintenant qu'il faut penser à faire autre chose. Moi, je n'avais pas de moi-même cette idée. Alors moi, j'ai dit, mais moi, je suis bien à l'aise dans mon journalisme. Il dit, non. Maintenant, ici, je pense que tu peux faire une bonne candidate et tu peux bien gagner les élections. Moi, je dis, attends, moi, j'ai l'habitude d'accompagner les politiques, les députés, les ministres. Et moi, devant le feu, je ne me voyais pas. Mais il a tellement insisté, et bien d'autres qui m'ont encouragé, qui ont dit, non, tu peux. Et j'ai même un autre ami qui me disait, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tenu une machette qui te dit que si tu échoues, il va te couper la gorge? Je dis non. Il dit, au moins, même si tu échouais, tu auras gagné quelque chose parce que tu auras une expérience. Et c'est ce que j'ai utilisé. J'en profite aujourd'hui pour les remercier en passant. Mais en tout cas, j'ai eu des encouragements. Peut-être que de moi-même, je n'aurais pas osé. Et même quand j'ai vu que ça n'a pas réussi, j'aurais pu me décourager aussi. Mais je crois qu'il faut toujours se donner des challenges et j'aime bien les défis. Et quand on a la volonté de foncer, de travailler, comme vous d'ailleurs, je le sens en vous aussi. Vous parvenez toujours à atteindre vos objectifs. Je crois que les femmes ont besoin d'être encouragées. On essaie de faire ce qu'on peut. Vous avez été journaliste, député. Après, vous arrivez. Moi, je couvre l'Assemblée nationale. Je vous vois régulièrement intervenir. C'est pas pour vous flatter. Vous faites partie des rares femmes qui interviennent à l'Assemblée nationale. Merci. On ne sent pas cela dans le chef des autres femmes. Non, mais je crois que vous êtes un peu plus sévère. C'est vrai, hein? Vous êtes un peu plus sévère vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des hommes. Vous savez qu'il y a des hommes que moi je connais là-bas qui sont à leur 3e législature, qui n'ont pas pris une seule fois le micro. J'en connais, hein? J'en connais. Donc la société juge durement la femme. Oui, même parce que femme. Comme les femmes sont peu nombreuses, elles sont très visibles. Quand les femmes ne sont pas intervenues, ça se voit. Mais il y a beaucoup d'hommes là qui peuvent même faire 5 mandats et je suis sûre qu'ils n'interviendront jamais. Je crois qu'il faut relativiser. Il est vrai, déjà que nous ne sommes pas nombreux. Et parfois, même quand les femmes demandent la parole, on n'accorde pas. Ça dépend du président qui accorde la parole. Donc, il accorde la parole à qui il veut, selon l'ordre du jour et selon sa volonté. Et parfois, il y a des femmes qui demandent la parole à qui on n'accorde pas. Et c'est un jugement sévère. Il y a aussi des hommes qui n'interviennent pas. Ils sont d'ailleurs plus nombreux. Et quand on fait, si vous prenez un pourcentage, je crois qu'il y a plus d'hommes qui n'interviennent pas que les femmes. On va très bientôt terminer. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs, oui, c'est allé vite. On est en train de chuter, mais on va exploiter 2 sujets rapidement avant de terminer. On reçoit Geneviève Inagossi, députée, journaliste, ancienne ministre de genre. Vous savez, c'est elle qui avait dit niet au pagne. Il y a eu ce tollé, vous avez dit pas de pagne le jour de 8 mars, on a dit mais celle-là, qu'est-ce qu'elle... Oui, mais je suis ravie d'avoir été bien comprise par la suite. Il y en a qui ont compris tout de suite.
Il y en a qui ont pris du temps pour comprendre. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse lorsque on évoque ces questions. Généralement, c'est à l'approche de la célébration de la journée des droits des femmes que certaines personnes se rappellent de cette décision. Elle a finalement été salutaire et si c'était à reprendre, vous la reprenez. Je n'hésiterai pas. Mais est-ce que vous Parce que les femmes, vous savez, pour revenir, je crois que les femmes, aujourd'hui, le combat pour la promotion des droits de la femme va au-delà de l'apparence. Et aujourd'hui, il faut beaucoup réfléchir, il faut parler aux filles, il faut parler aux femmes, c'est quoi leurs droits, comment les revendiquer, comment... Mais généralement, surtout dans les centres-villes, hein, on accorde beaucoup plus d'importance dans la forme, dans les habits, dans le maquillage. Non. Et aussitôt le 8 mars passé, la vie continue. On ne fait aucune évaluation de la marche de ces combats, où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons. Et je pense que de plus en plus, il y a des réflexions qui se font, des journées d'échange, des journées d'évaluation. Et ça, c'est très important. Je pense que nous pouvons continuer dans la même lancée. Vous avez été journaliste, vous êtes devenu politique. Est-ce que quand cette envie de devenir politique est arrivée, vous avez continué à utiliser votre casquette de journaliste? Là, on parle de ce qui se passe aujourd'hui. On dit que certains journalistes avancent masqués pour arriver en politique. Comment on fait? Il y a maintenant des journalistes politiques, des politiques journalistes. Il y en a, des députés journalistes. Quel regard avez-vous, vous en tant qu'ex-journaliste? D'ailleurs, vous, il faut le dire, quand vous êtes parti. Moi, je suis partie parce que les conditions pour poser ma candidature, c'était d'abord de déposer une mise en disponibilité et il faut produire dans le dossier cette mise en disponibilité. Je trouve, de mon point de vue, que c'est un peu incompatible d'être en même temps journaliste et politique. Je crois que parfois, il faut assumer ses ambitions. Ou vous êtes politique, vous vous trempez, vous vous engagez à fond, ou vous êtes journaliste. Mais les deux, c'est difficile à concilier. Bon, je peux accepter, et c'est vrai que le journalisme m'a beaucoup aidé et a été un tremplin. Les autres peuvent procéder autant, mais c'est difficile de faire les deux. C'est difficile de faire les deux. Je crois que pour certains, on pense que, même si on est député, que parfois on fait le journalisme, qu'on garde toujours pour maintenir son aura, mais ce n'est plus la même personne que les auditeurs ou les téléspectateurs suivent. Hein. Lorsque vous êtes, et disait Odia, journaliste à Top Congo, et demain, lorsque vous serez député, vous revenez sur le micro, ce n'est plus la même personne que les téléspectateurs ou les auditeurs regardent. Donc, il ne faut pas se tromper des cibles. Il ne faut vraiment pas se tromper. Il faut travailler différemment de manière à ce que, comme tout député, on espère revenir à une prochaine législature. Le militantisme dans le journalisme? Ce qui amène à ça, c'est peut-être un peu la situation de précarité, les conditions difficiles dans lesquelles travaille le journalisme. C'est une occasion pour moi aussi de plaider à la faveur de l'amélioration des conditions du journalisme, que ce soit les conditions de travail ou encore la rémunération, de manière vraiment à rendre les journalistes indépendants. Parce qu'aujourd'hui, le journaliste vit un peu à la solde de celui qui le coupe. Donc, comment est-ce que vous pouvez contredire une personne qui vous a coupé? J'utilise encore le mot jargon. Comment est-ce que vous pouvez dire le contraire de ça? Mais je suis fière d'intervenir aujourd'hui sur Top Congo parce que je sens que ici le journalisme est vraiment encore objectif et les journalistes ils posent des questions indépendamment de toute autre considération. Voilà, on va très bientôt terminer. Merci à Geneviève Inagossi d'avoir répondu à notre invitation. Une actualité qui a fait le tour de la RDC, cette affaire de sextape, des élèves. Vous avez été ministre du genre, vous êtes maire, vous êtes une autorité de ce pays. Quelle lecture avez-vous faite de cette actualité? J'ai été choquée à plusieurs titres. D'abord, comme mère. Je suis mère de 3 merveilleuses filles. Et lorsque j'ai vu, oui, effectivement. Lorsque j'ai vu ces images, j'ai directement pensé à mes filles.
Ça aurait pu être elle. Et c'est trop triste. Des filles, des enfants de cet âge-là qui sont abusés. Et c'est là où j'ai été aussi interpellée comme parent. Il y a une grande responsabilité qui incombe à nos parents. Quelle est l'éducation que nous donnons à nos enfants? Quelle est cette éducation? La responsabilité n'est pas seulement de l'école, la responsabilité c'est d'abord aux parents. Donc ça nous interpelle, nous parents, pour que nous puissions encore une fois regarder le contenu de l'éducation que nous donnons à nos filles, à nos garçons. Et ce n'est pas seulement l'éducation aux filles, c'est aussi l'éducation aux garçons, parce qu'un garçon bien éduqué ne peut pas s'adonner à ce genre de pratiques. Je suis bien d'accord qu'on puisse punir comme on l'a fait. On a puni les élèves, mais il faut qu'en plus de ça, une éducation psychologique s'en suive. Il ne faut pas abandonner. Ils sont pour la plupart des mineurs. Il ne faut pas les abandonner à la vindicte populaire. Il faut encore les éduquer et en famille et prise en charge par un psychologue pour espérer que pareille scène ne se reproduise plus. C'est vraiment honteux pour un parent, pour tout parent. Et j'ai dit à mes filles que je n'aimerais vraiment pas être cette maman-là. Regarder les photos de l'une d'entre vous. Je n'aimerais vraiment pas ça. Et ça, c'est tuer tout un parent. Je regrette beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de passer sur le plateau des Top Congo et ça a été un honneur pour moi d'être interviewée par Élisée Odia qui a posé beaucoup de questions. J'avais préparé, hein. Mais j'avoue, au début de l'émission, j'étais intimidée. C'est toujours pas évident d'interviewer une aînée qui a de surcroît été excellente journaliste. On est un peu intimidé, mais j'espère qu'on a essayé de passer en revue, de faire du mieux que l'on pouvait. Donc, toujours intimidé. Là, j'avoue, quand je reçois Chantal Kanimbo, quand je vous reçois, on se dit, mais est-ce qu'on est en face de... Ah, mais le contraire est valable aussi, parce qu'on se dit, bon, je vais aller sur le plateau d'Élisée Odia. Ouf, ce n'est pas n'importe qui, hein, donc il faut bien savoir de quoi on va parler. Merci en tout cas. Félicitations pour le travail. Merci à vous, merci aux auditeurs et téléspectateurs de Top Congo FM, merci au 001 qui nous a donné l'opportunité de présenter, de donner tous mes compliments à Christian Lusapoli. Voilà, qui nous a permis quand même de donner la parole à la femme, quoi que je dois vous dire, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? D'avoir les femmes, d'avoir les femmes. Non, mais je le suis sur votre plateau tous les samedis après-midi. Hein? C'est un parcours de combattant pour trouver une invitée, hein? Ah non, c'est pas vrai. Mais non, bon, je pense qu'il faut élargir l'assiette. Il y en a. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient bien intervenir et je vous félicite parce que vous les prenez dans tous les secteurs et ça nous permet vraiment. C'est aussi une manière pour vous de promouvoir la femme congolaise et je félicite aussi la radio Top Congo pour cet espace. Merci, vous avez été nombreux à nous suivre. On remercie les auditeurs et les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci à toute l'équipe technique pilotée par Miguel Mena. Il y a eu Dani Zayobi, Patrick Mongongo, Didi Binsika. Le débat continue sur Top Congo FM. Ce soir, à partir de 20h, vous retrouvez Myriam Boketchou dans Top 7. En attendant, on se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine, Le Débat au féminin. Entre le processus d'entérinement ou pas de nouvelles membres de la CENI, la présentation du premier budget du gouvernement Samalou Kondé, quels sont les enjeux de la prochaine session du Parlement en République démocratique du Congo? L'engagement politique de la femme peine à décoller. Pourquoi, à votre avis? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Geneviève Inagossi, députée nationale et cadre du FCC.